Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui, nous parlerons de l'impact du soleil sur la peau, du syndrome de Yentl et nous parlerons aussi de la soie. Il est 16h et après une trop longue pause, Science Infuse reprend tout de suite. Bonjour tout le monde. Coucou. Bonjour. Et on se retrouve enfin après tous ces événements. On commence tout de suite avec Nicolas qui va nous parler des effets du soleil sur la peau. Et oui, bonjour tout le monde. Après cette petite pause, nous revoilà. Et donc maintenant c'est l'été et malgré le confinement, je pense que beaucoup d'entre vous vont partir en vacances ou alors rester chez vous, mais en prenant le soleil. Alors pourquoi vous faites ça déjà? Pourquoi vous prenez le soleil? Enfin d'ailleurs, est-ce que vous prenez le soleil? Forcément. Parce que ça fait un peu une sensation de bien-être, puis ça met de bonne humeur. Moi, je prends le soleil parce que j'adore bronzer. Ça repose aussi de rester allongé tranquille. C'est vrai, genre de votre emploi du temps, vous prévoyez des séances bronzettes? Ah Bah, à non, la plage, ouais, moi non. de ouf. Moi non. Non, moi non plus. Moi aussi, de ouf, je vais à la plage et genre... Ah non, si tu vas à la plage. ouais. Vous avez déjà été mis au courant de tous les dangers du soleil, mais du coup on va faire un petit tour tous ensemble pour voir c'est quoi vraiment les dangers et essayer de les expliquer un peu plus que attention aux coups de soleil, attention au cancer, etc., etc. Alors déjà la lumière du soleil, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez de quoi elle est composée la lumière du soleil? De plusieurs rayons. Ouais, tu pourrais me les citer? Gamma. Bêta. Alpha. Je crois que c'est la bonne réponse, non, en plus. Alors en fait je m'attendais pas à ce genre de questions, je Ah. m'attendais surtout à... Vas-y. À tout ce qui est ultraviolet. C'est ça. En fait, la lumière du soleil, on peut globalement dire que c'est de la lumière. Et donc la lumière, en général, on la divise en 3 parties. Les infrarouges, la lumière visible et les ultraviolets. Donc en fait, c'est des rayonnements lumineux qui ont comme différence leur longueur d'onde. Alors ça, on va pas en revenir en détail, mais c'est des ondes, c'est des vibrations. Et du coup, les ondes, ça peut donner de la lumière ou ça peut aussi donner, par exemple, les ondes radio. Et donc, ce qui nous intéresse le plus avec le soleil, c'est pas la lumière visible ou les infrarouges, c'est les ultraviolets. Je pense que vous en avez assez entendu parler, genre protection UV ou alors même les solariums, les machines à UV comme on dit pour se faire bronzer. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types d'UV. On a les UVA et les UVB. Et leur grande différence, c'est que les UVA, on ne peut pas vraiment les contrer, mais c'est les moins dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, les UVA, c'est si vous recevez du soleil à travers une vitre, vous allez recevoir beaucoup d'UVA, tandis que les UVB vont être arrêtés. Et le problème, c'est que quand on est dehors, on prend plein d'UVB, surtout en été. Une petite stat intéressante, de 10h à 14h, il y a 60% des UVB qui sont émis dans la journée. Donc c'est pour ça qu'on dit, attention, de 10h à 14h, il faut vraiment bien se protéger. Mais comment ça se fait? Parce que qu'il y ait des UVB, genre juste à certains horaires. Genre En le fait, soleil, il a une minuterie ou... Non, c'est juste que c'est là où en fait on sera le plus en face du soleil, donc ils seront le moins bloqués par notre atmosphère. Ok. Voilà, et c'est pour ça qu'en été, comme il y a encore plus d'ensoleillement, on est encore plus sujet aux UVB. Donc concrètement, qu'est-ce que ça fait le soleil? En fait, le soleil, ça a quand même des propriétés bénéfiques. C'est pour ça qu'il y a des thérapies, on dit comme Margot, elle a dit, on se sent bien quand on prend le soleil, c'est reposant, ou je sais pas si tu avais dit d'autres choses. Je crois que c'était tout. Ok, est-ce que vous avez d'autres effets bénéfiques du soleil sur vous? Je crois. C'est pas la vitamine D? Ouais, ce que j'allais dire. Ouais. Ah, tu m'as dépassé. La vitamine D. Alors du coup, en fait, on se sent bien, comme tu dis, parce que déjà, ça nous réchauffe, donc ça donne une sensation de chaleur, donc ça fait toujours plaisir d'être bien dans sa peau, on va dire. Et aussi, en fait, avec l'action du soleil, on va synthétiser de la vitamine D. Alors, est-ce que vous savez à quoi sert la vitamine D? C'est les petites ampoules pas très bonnes qu'on prend souvent en hiver, justement, parce qu'on manque de soleil. C'est pas pour être en forme, justement? Et genre pas lié à la fatigue? Alors oui, ça sert à être en forme, mais est-ce que tu connais genre son effet genre concret? Pas du tout. Je sais pas, peut-être que ça aide à dormir ou un truc comme ça, non? En fait, ça aide à transporter le calcium et le magnésium. C'est que du coup, la vitamine D, c'est assez important dans notre santé, dans notre état de forme. Un deuxième point positif, vous m'avez pas dit, mais que Magali a dit au début, c'est que ça fait bronzer. Donc du coup, on se sent mieux dans sa peau avec une peau un peu plus mate. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ça fait bronzer? C'est pas avec un pigment qui s'appelle la mélanine ou quelque chose comme ça? Quelqu'un veut rajouter autre chose? C'est avec les mélanocytes. En fonction de ce qu'ils reçoivent comme lumière, ils vont grossir.
C'est ça. En fait, il y a un peu des deux. En fait, il y a donc, comme Corentin a dit, une molécule qui s'appelle la mélanine, qui va être synthétisée notamment grâce à la réception d'UV qu'on va recevoir. Et en fait, c'est synthétisé, pour la petite anecdote, c'est synthétisé à partir de la tyrosine. Voilà, c'est une molécule, certains d'entre vous la connaissent. Et aussi, comme tu as dit, Margot, les mélanocytes. Alors, à part dire que ce sont, je pense, vu le nom des cellules, je ne peux pas dire grand-chose dessus. Ok, alors en fait, c'est vrai, mais en fait, le truc principal, c'est vraiment la mélanine, parce que l'augmentation du coup de cette molécule, ça va augmenter du coup, enfin ça va changer un peu la teinte de notre peau. Et c'est pour ça que après on va être plus protégé, parce qu'en fait le rôle premier de la mélanine, c'est de protéger notre peau contre les UV. Ça c'est marrant parce que du coup on reçoit des UV, on produit de la mélanine qui nous en protège. Et donc en fait, dans le corps humain, en tout cas, la mélanine, elle a uniquement ce rôle. Chez d'autres animaux, la mélanine, elle va avoir d'autres rôles, notamment de camouflage, etc. Mais chez nous, c'est vraiment que ça. Et donc, vos grains de beauté que vous avez sur la peau, ou que vous n'avez pas, ou vos taches de rosseur, en fait, c'est des amas de mélanine dans lesquels aussi on va trouver des mélanocytes, comme Margot disait. Et donc, l'un des risques avec le soleil, c'est qu'en fait, on ait une trop grosse augmentation de production, et que du coup, on arrive à des... Forme de cancer? Des amas, des surplus. Oui, c'est ça, en fait, qu'on arrive à une expansion non contrôlée, et que du coup, ça puisse se muer en cancer de la peau. Mais c'est pour ça que du coup, il y a des genres de taches sur la peau qui s'appellent des mélanomes, du coup, et qui peuvent être cancérigènes. C'est ça. En fait, ces mélanomes se mettent trop longtemps au soleil, ça va augmenter la probabilité qu'ils apparaissent. Et donc, un deuxième effet, cette fois-ci plus connu, néfaste du soleil, c'est les fameux coups de soleil. Du coup, est-ce que vous savez ce que c'est? Ou pas du tout? C'est une brûlure. Il n'y a pas assez de mélanine et du coup, ça brûle. Oui, c'est ça en fait. C'est juste que, en fait, c'est le soleil qui, à force de mettre sur notre peau, et en fait, les coups de soleil sont provoqués par les UVB, justement, c'est pour ça qu'on s'en protège avec la crème. Et du coup, au bout d'un moment, votre peau, elle sera vraiment brûlée, et les cellules, elles sont mortes, et du coup, ça vous fait des grosses plaques, ça vous brûle très très fort. Et donc, il y a des recherches qui prouvent que on a le droit qu'à un certain nombre de gros coups de soleil dans notre vie, qu'à partir du moment, en fait, on a des risques de cancer qui augmentent de façon très 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 forte. Donc ne jouez pas trop avec ces gros coups de soleil. Genre quand vous avez un coup de soleil, que vous pelez, que vous avez des plaques, des cloques, et que la peau s'enlève, il y en a qui adorent arracher les petits bancs de peau là. Mais dites-vous que vous pouvez pas faire ça toute votre vie, à moins d'après vous allez avoir des petites conséquences pas fameuses. Et donc j'en arrive à ma dernière partie, comment s'en protéger tout en bronzant. Alors, vous voyez peut-être sur des pots de crème solaire des indices dessus. Est-ce que vous savez ça correspond à quoi ou pas du tout? C'est pas au niveau du temps où tu restes au soleil, non? Non, parce que ça dépend du type de peau. C'est pas ces actions. Il y en a qui vont faire refléter avec des guillemets l'UV, et il y en a d'autres qui vont juste protéger. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est en fonction du type de peau, parce que moi, je sais que justement, je suis allée à la plage récemment et on n'utilisait pas la même avec ma meilleure amie parce qu'elle était très pâle et elle mettait pas du tout la même que moi, justement à cause du fait qu'on n'avait pas la même peau. Je suis Ouais. plus d'accord avec Magali du coup maintenant. Ouais, en fait, il y a une classification qui répartit les gens dans 6 groupes de types de peau différentes. Ah, c'est bon. Il a senti la menace. Alors oui, Magali, en fait, il y a une classification qui répartit les gens selon 6 groupes. Alors oui, c'est ça, Magali, en fait, il y a une classification qui va regrouper les gens selon 6 types de peau différentes. Donc des types de peau le plus clair à la plus foncée. En fait, en fonction de votre type de peau, vous serez plus ou moins sensible aux rayons du soleil. En fonction de votre type de peau, vous serez plus ou moins sensible aux rayons du soleil, donc aux UV. Et en fait, vous allez avoir des crèmes solaires conseillées. Comme tu as dit, ton ami qui avait une peau beaucoup plus claire que toi, elle a dû prendre une protection plus élevée et toi plus faible. Et en fait, c'est l'indice de protection. En fait, ça correspond à la quantité d'UV qui va être réfléchie ou en tout cas dont votre peau sera protégée. Donc plus l'indice sera grand, moins il y a d'UV et B qui vous atteindront. Et ça va aussi augmenter la durée pendant laquelle vous n'aurez pas de coup de soleil. C'est assez particulier. Mais donc du coup, en fait, si vous avez une peau assez blanche et très sensible au soleil comme moi, il vous faut prendre un indice assez élevé. Et du coup, dernier petit tips, un dernier petit conseil, est-ce que vous savez comment il faut mettre de la crème
À peu près tous les combien de temps et combien de temps avant de s'exposer au soleil? Même avant de s'exposer au soleil, bah, je savais pas. D'accord. Bah alors, Oups. alors comme Corentin ne savait pas, que vous n'avez pas l'air de répondre, je vais vous faire du coup une petite liste des conseils pour bien se mettre de la crème pour être sûr d'être bien protégé. Après, vous les faites ou non, c'est sûr que vous allez un peu moins bronzer si vous le faites, mais vous serez protégé. Alors en fait, déjà, il est conseillé de mettre de la crème solaire au moins 30 minutes avant de s'exposer au soleil. Ensuite, il est conseillé de remettre de la crème solaire toutes les 2 heures. Et également, si jamais vous mettez de la crème que vous allez dans l'eau, que vous ressortez, en fait, il faut remettre de la crème. Après, c'est être séché parce que la crème, elle part. Sauf certaines crèmes où il y a écrit waterproof et tout. Et aussi, dès que vous avez beaucoup transpiré, si par exemple vous mettez de la crème, que vous allez vous taper un foot dehors, que vous revenez, vous êtes transpirant, si après vous voulez vous sécher torse nu, et ben, je vous conseille de remettre de la crème parce qu'elle fera plus effet. Et voilà. Donc toutes les 2 heures, avant d'aller s'exposer, en fait, au lieu de la mettre une fois arrivé sur la plage, il faudrait la mettre avant de partir à la plage. Là, elle aurait de l'effet. Enfin, un effet optimisé. Enfin voilà, c'est fait le tour de mes petits conseils pour bien vous protéger du soleil, pour bien bronzer. Donc faites-vous plaisir cet été. Super Nicolas, merci pour tous ces petits gestes pour se protéger face au soleil. Alors avant d'écouter la prochaine chronique de Magali sur le syndrome de Yentl, nous faisons une pause avec Prince. À tout de suite. Vous venez d'écouter Prince et tout de suite nous écoutons Magali qui va nous présenter le syndrome de Yentl. Et oui, donc bonjour si vous nous rejoignez. Donc tout d'abord, Yentl, c'est une héroïne d'un roman de Isaac Bashevis-Singer qui s'appelle Yentl the Yeshiva Boy, donc dans lequel elle doit se faire passer pour un homme afin d'étudier. Donc dans ce livre, le prix d'une vie désirée et d'une égalité espérée semblait donc, au XIXe siècle, de se faire passer pour le genre dominant, le genre masculin. Cette différence dans nos sociétés apporte de nombreuses inégalités, qu'elles soient sociales, politiques ou même médicales. C'est de ce point dont je vais vous parler. Donc en 1991, une étude menée par The New England Journal of Medicine, donc qui est un journal de médecine, montre que les femmes sont moins prises en charge lorsqu'elles se présentent portant un syndrome coronarien aigu, ce qui est un problème en fait au cœur. En effet, celles-ci étaient moins hospitalisées que les hommes. Cette étude fut la porte ouverte à de nouvelles recherches sur l'importance du genre dans la prise en charge médicale. Une seconde étude majeure démontre qu'une fois l'existence de lésions coronariennes démontrées, donc que le pronostic a été donné et que les liaisons ont été démontrées, chez une femme, par un médecin qualifié, son accès aux soins nécessaires sera le même que pour un homme. Donc cela signifie en fait que le facteur en fait, qui était diminuant dans la première étude était le fait que les femmes n'étaient pas prises en charge et les symptômes n'étaient pas considérés en fait. Donc elle arrivait, elle disait voilà, je me sens mal, et on disait non mais c'est rien, repartez. Afin d'atteindre cette égalité de prise en charge, il faut donc que la femme montre qu'elle peut elle aussi souffrir de ce mal, qu'elle peut être entre guillemets comme un homme. C'est ce biais sexiste présent dans le monde de la santé que nous appelons syndrome de Yentl. Il faut savoir que les femmes présentent de manière générale moins de cas de liaison cardiaque avant un certain âge, cela pouvant expliquer cette différence. Cependant, à l'âge de 70 ans, cette tendance s'estompe et laisse la place à une égalité des cas entre femmes et hommes. Il ne semble donc pas justifié de différencier la prise en charge de cette pathologie selon le genre de l'individu concerné. Ce syndrome de Yentl englobe aujourd'hui de nouvelles différences face à l'accès aux soins selon le genre. En effet, les laboratoires, par exemple, consacrent en moyenne 5 fois plus d'essais cliniques à propos des problèmes érectiles que des douleurs exclusivement féminines, comme le vaginisme. Le vaginisme consiste en la contraction incontrôlée, qui peut donc être qualifiée de réflexe, des muscles pelviens. Cela peut rendre la pénétration douloureuse, voire impossible. C'est à ce syndrome et ses répercussions actuelles que Victoire Tualion, dans son livre « Les couilles sur la table », inspiré de son podcast du même nom, accorde une partie dans ce qu'elle nomme les « privilèges des masculinités ». Elle aborde également l'absence de traitement face à l'endométriose. L'endométriose est une maladie caractérisée par la présence de muqueuses initialement utérines à l'extérieur de l'utérus. Cela peut alors atteindre d'autres organes tels que les reins, la vessie et le rectum, et parfois les poumons, les os et le cerveau. Une femme atteinte d'endométriose peut ne présenter aucun symptôme. D'autres peuvent en présenter. Ces symptômes sont une forte douleur lors des menstruations, parfois conjointe à une infertilité.
Cette incapacité de procréer concerne 30 à 50% des femmes atteintes d'endométriose. Alors il faut savoir qu'une femme sur 7 souffrirait d'endométriose et que le diagnostic se fait en moyenne très tardivement avec un retard de 7 à 9 ans. Il est pourtant aujourd'hui plus simple de traiter les problèmes érectiles que l'endométriose. Alors, à ce propos, un spot publicitaire commandé par la marque de protection hygiénique Libresse dans le cadre de la campagne Bodyform présente la vie d'un utérus en 3 minutes. Des histoires sont ainsi partagées sous le hashtag Womb Stories, donc littéralement histoire d'utérus. Et donc j'ai regardé cette vidéo, je l'ai trouvée en cherchant pour cet article, enfin cette chronique, et je l'ai trouvée très intéressante, donc vraiment, allez la voir. Et était parlante et qu'elle en fait, elle parlait vraiment de toutes les douleurs qui étaient rattachées aux femmes et à toute la vie en fait, qui peut être liée à ces douleurs, etc. Alors, j'aimerais maintenant citer un passage de ce livre, Les couilles sur la table, parce que je ne savais pas comment le dire autrement et je trouvais que les mots étaient très bien utilisés, de Victoire Tualion. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un complot des hommes pour exclure et faire souffrir le plus possible les femmes. Ces biais androcentriques s'expliquent en grande partie parce que les personnes chargées d'imaginer, de designer, de décider la forme de notre monde dans les laboratoires, les entreprises, les universités, etc. sont encore en majorité des hommes. Fermez les guillemets. Ce biais n'est pas le seul biais sexiste que nous pouvons retrouver dans nos sociétés. En effet, il suffit de regarder nos rues, nos espaces et comment la population se les approprie. La majorité des rues portent des noms d'hommes célèbres au détriment de femmes célèbres. Les skateparks également sont des espaces appropriés en majorité par les garçons. Les filles resteront plus souvent de côté à regarder les garçons jouer. Ce biais n'est pas le seul biais sexiste que nous pouvons retrouver dans nos sociétés. En effet, il suffit de regarder nos rues, nos espaces et comment la population se les approprie. Donc les informations que je vais vous donner proviennent d'études menées par différents professionnels, invités à l'émission Les couilles sur la table toujours, mais dont je ne pourrais vous citer les noms. Donc désolé, il va falloir écouter tous les épisodes. Tous les épisodes. Ouais. Dommage. Il y en a beaucoup ? Oui. Une bonne quarantaine, je dirais, pour l'instant. La majorité des rues, par exemple, portent des noms d'hommes célèbres au détriment de femmes célèbres. Alors, il me semble me rappeler que c'était, donc, par exemple, plus de 80% des rues portaient des noms d'hommes en 2017. Donc, c'est quand même un gros paquet. Ensuite, les skateparks également sont des espaces appropriés en majorité par les garçons. Les filles resteront plus souvent de côté à regarder les garçons jouer. Et enfin, le même phénomène se déroule dans nos cours de récréation. Les garçons occupent l'espace pour jouer au foot ou autre, tandis que les filles resteront plus à l'écart dans les coins et contre les murs de la cour. Et donc, en fait, ce sont des biais, beaucoup de biais qui sont, entre guillemets, sexistes, mais qui sont, encore une fois, dus au fait que les personnes chargées de penser notre monde et qui nous représentent, entre guillemets, sont en majorité des hommes. Il y a une majorité d'hommes également, par exemple, de mères hommes que de mères femmes. Ce qui fait que ce n'est pas une volonté, en fait, d'exclure le genre féminin et les femmes, mais c'est plus... Vraiment, c'est un biais cognitif, donc en fait, on n'y pense pas, ce n'est pas quelque chose fait exprès. Est-ce que tu peux définir ce que c'est qu'un biais cognitif, justement ? Bah, je te laisse le faire. Ah bah, très bien, merci Marie. Eh bien, oui, un biais cognitif, c'est une erreur de pensée dans la logique, pas dans le point de vue. Donc voilà, ce n'est pas une volonté, mais c'est comme ça. Et donc il faut, entre guillemets, je dirais qu'il faut, pour conclure, intégrer plus de femmes dans la manière de penser le monde et dans tous les domaines, que ce soit donc social, politique, la médecine, etc. Merci Magali, un sujet super important. Maintenant on fait une pause avec Jimi Hendrix avant de retrouver Margot pour nous parler du... Bon retour, vous êtes bien dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Tout de suite nous écoutons Margot pour nous parler du génie des oiseaux. Et oui, bonjour. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire un chronique quiz autour du génie des oiseaux. Alors, qu'est-ce que j'entends par génie ? Ah tiens d'ailleurs, autour de la table, pour vous, le génie, ça se rapporte à quoi ? Ça signifie quoi ? Tu veux dire l'intelligence ? Le génie. Pour toi, le génie existe ? Eh bien justement, on va en parler. Elle est venue poser des grandes questions. Pour moi, le génie, c'est pas des choses un peu innovantes, c'est des choses qui permettent aux oiseaux de... T'es bonne, Maggie. Enfin, d'être... Merci, on m'a dit souvent, oui, c'est vrai. Des choses qui permettent aux oiseaux de faciliter un peu leur vie, etc. Alors donc, le génie, comme le souligne Jennifer Ackerman dans son livre Le génie des oiseaux, que je conseille à toute personne admirant ou étant même intéressée par les oiseaux, le mot génie a la même racine latine que genius, de generare. Vous excuserez ma super prononciation, je n'ai pas fait latin. Donc, generare signifie produire, créer.
Le génie peut donc se rapporter à la possibilité de bien faire ce que n'importe qui d'autre peut mal faire. C'est le talent de savoir maîtriser son environnement, de comprendre les choses et les situations, et de déterminer comment résoudre le problème rencontré ou les problèmes rencontrés. En étant toujours dans ce sens du génie. Selon vous, quel oiseau pourrait être qualifié de génie de la navigation ? Mathilde, je t'en ai parlé, donc attention, ne spoil pas tes camarades. Promis. Elle a sûrement déjà oublié. Oui, c'est ce que j'avais dit. Tant mieux si j'ai pas Ce n'est pas à moi de le dire. Allez, la mouette. Non, je ne pense pas à celui-là. Le pélican. Ah, j'ai presque cru que t'allais l'avoir et non. Ah, donc ça commence par un P. Ça commence par un P. Mince, j'allais dire goéland, du coup non. Bah non, du coup. Ouais. On le rencontre dans nos rues, tout le temps. Le pigeon. Le pigeon. Oui. Alors pour la navigation, bien évidemment, je fais référence aux pigeons, et on pense notamment aux pigeons voyageurs, qui est une variété d'oiseaux appartenant à l'espèce des pigeons bisés. Petit rappel, en Lorraine, nous avons surtout des pigeons ramiers, donc c'est pas la même espèce. Mais alors, donc comment se repèrent-ils, ces petits pigeons voyageurs ? Eh bien, il semblerait qu'ils puissent voir, et je mets d'énormes guillemets sur ce voir, les champs magnétiques terrestres. Cela a été mis en évidence grâce à une expérience assez simple. Les scientifiques ont placé des aimants sur le dos des pigeons et ceux-ci perdent leur sens de l'orientation. On reviendra sur tout ça un peu plus tard, donc gardez ça dans vos petits esprits et on en reviendra en fin de chronique. Petite question, que signifie pour vous la transformation alimentaire ou la transformation des aliments ? C'est l'évolution du bol alimentaire dans le système digestif, non ? Tu pars d'un aliment et t'as son évolution Non. dans le... C'est pas sa transformation avant d'être ingéré ? Par exemple, comme la cuisine ou des choses comme ça ? Ouais. Plutôt. Ou juste le fait de le mâcher avec la salive. Alors justement, là, ça n'a rien à voir avec le fait que nous, on l'ingurgite ou pas. Donc en fait, selon le thésaurus de l'activité gouvernementale québécoise, alors oui, je n'ai pas trouvé la française, mais la définition doit être la même. Selon eux, la transformation alimentaire correspond à l'ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de produits agroalimentaires, de produits alimentaires intermédiaires ou de nutriments, des produits alimentaires propres à la consommation. Bien évidemment, vous l'aurez sûrement deviné, j'ai un exemple bien précis d'une espèce d'oiseau qui fait des transformations alimentaires. Mais est-ce que vous aurez un exemple d'un oiseau qui fait ce genre de Je transformation ? crois que ce sont les corbeaux. Puis on a- Alors, ou les corbeaux en font. Et des oiseaux si noirs, les corneilles. Pas les corneilles, mais c'est aussi un oiseau noir. Vous donnez tous votre langue au Un chat. oiseau noir. Petit, grand, moyen. Petit. Avec un bec orange, Tout non ? petit. Un merle. Ah, Mais presque. Mais vous êtes franchement, vous êtes bons aujourd'hui. C'est presque un merle, mais en fait, c'est des cascales merles. Donc, ils sont noirs avec des yeux assez vifs et jaunes. Donc, le biologiste et psychologue comparatif à l'université McGill au Québec, nous sommes toujours au Québec, Louis Lefebvre a consacré sa carrière à enquêter sur la nature de l'esprit des oiseaux et sur la façon de mesurer donc leur inventivité et certains comportements. Il a mis en évidence donc le comportement de transformation alimentaire chez les quiscales merles. En latin, pour ceux qui veulent savoir, c'est Quiscalus lugubris. Cet oiseau possède une taille donc relativement petite, comme je vous le disais, il a un plumage noir et des yeux vifs jaunes. Donc Louis Lefebvre a donc utilisé pour son expérience des quiscales donc de merles domestiqués, car cela est plus simple pour l'expérimentation d'utiliser des animaux domestiqués. Petit rappel, un animal est dit domestiqué quand l'homme a un certain degré de contrôle sur certains paramètres de ce même animal, comme sur l'alimentation, la reproduction, etc. Lorsque l'auteur du livre inspirant cette chronique est allé voir notre cher Louis, celui-ci lui a démontré le comportement dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est-à-dire la capacité de nos oiseaux, donc les quiscales merles, à transformer la nourriture afin de l'avaler plus facilement. Donc c'est l'une des raisons, mais il y en a plein d'autres. Pour cela, il a créé une flaque d'eau sur sa terrasse en vidant une casserole d'eau et a jeté des granulés déshydratés pour chiens sur une partie sèche du sol. Les oiseaux avec leur bec ont attrapé le morceau de croquette pour la tremper délicatement dans la flaque. Ce comportement est également observable dans la nature pour cette espèce et pour 20 autres espèces d'oiseaux qui mouillent leur aliment pour une raison ou une autre. Laver les morceaux souillés ou toxiques, les attendrir ou les avaler plus facilement. Par exemple, le corbeau de Torres trempe ses proies, par exemple un moineau mort, dans l'eau afin de lisser son plumage pour l'avaler plus facilement. Charmant. Bon appétit. Du coup, il a pas besoin d'aller boire un verre après, quoi. Ah.
Donc c'est pour cela, donc le comportement d'ailleurs il est assez dangereux, c'est pour cela qu'il est assez rare donc dans la nature. Autour de la table d'ailleurs, est-ce que vous avez une idée de ce pourquoi le comportement peut être dangereux? Le fait de prendre l'aliment et de le tremper dans la flaque pour l'avaler. Des fois que l'eau soit toxique, non? Ça pourrait. Ou que ça fait des réactions, que ça fasse des réactions qui... Enfin, par exemple, si... Je sais pas, des réactions chimiques avec l'animal et qu'au final... Enfin, l'animal mort, la proie, et que... C'est une idée, mais c'est pas la raison Ok. principale. Ça rajoute pas des risques de croiser d'autres prédateurs ou des choses comme ça? Oh, vous êtes bon. Ouais. Alors c'est pas des prédateurs, mais le comportement il est dangereux car le temps de manipulation de la nourriture grandit avec le risque en fait de vol par des congénères. Donc eux, les congénères, forcément, ils guettent et ils vont attendre le moment idéal pour pouvoir chaparder. Chez les quiscalmerles, le vol par des congénères est un coût majeur du trempage des aliments. Jusqu'à 15% des prises sont volées. Le rapport entre le coût de ce comportement pour l'espèce, donc quand je parle de coût, par exemple, ça pourrait être la perte d'énergie à prendre le morceau et à le tremper. Donc le coût sur le bénéfice du comportement, il est assez conséquent. Mais l'oiseau sait quand il vaut la peine ou non de tremper sa nourriture dans l'eau, ce qui est plutôt impressionnant. Maintenant que nous avons fait cette première partie, attaquons-nous au quiz. Donc ce qui va un peu varier, parce qu'on a fait une chronique un peu quiz, et là nous allons donc compter les points. Et d'ailleurs, je vous invite, auditeurs, à aussi faire ce petit quiz si vous êtes seul ou accompagné. Faites comme si vous étiez avec nous et participez au quiz. Donc, celui qui aura perdu offrira une tournée d'ailleurs à tous nos auditeurs. Non, ça va. Donc, on va juste lui donner un petit gage à la fin de ce quiz et c'est parti. Et que les meilleurs des chroniqueurs et des auditeurs gagnent. N'oubliez pas que ce quiz est en lien avec le génie des oiseaux. Donc, des petits comportements inventifs ou innovants. Vous êtes prêts? C'est parti. Oui. Allez, go. Alors, je suis un oiseau vacher en Afrique et j'ai un creux et une préférence pour les bousses de vache. Oui, il en faut bien pour tout le monde. Donc, j'utilise une brindille pour me délecter des saveurs de mon repas. Ou je malaxe mon repas à l'aide de mes pattes pour mélanger les saveurs. Ou je donne des coups de bec, c'est déjà pas mal. Ou bien j'attends qu'une espèce me la glisse dans le bec. C'est quand même risqué la dernière proposition. Ouais. Il reste Je sais comme pas ça. quelle taille il fait cet oiseau, mais Ce serait bizarre quand même pour toute taille qu'il attende le bec ouvert. moi je dirais la première. Ah, moi, je Ouais, c'est dirais la 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 deuxième. brindille. Alors Mathilde la première, donc la brindille. Magali, La deuxième avec les pattes. il malaxe avec ses Ouais. pattes. Corentin aussi. La 2, ouais. Ah, vous êtes bien crade, hein. La bonne réponse était la brindille. Ah. Il va utiliser donc un outil qui est la brindille pour prendre son repas. Il est très pro. Comment il Il y fait a parce même les que gestes, ça n'a pas de genre bras une en cuillère. fait. Il s'en sert comme une cuillère ou une paille? C'est ça. C'est les Il va gestes de utiliser en fait protection. comme Il outil, évite d'être en contact avec. c'est les gestes barrières. Alors donc du coup, je pense qu'il y a des vidéos qui peuvent être trouvées sur internet. En tout cas, j'en ai pas, mais si j'en ai, je la partagerai. Alors, qu'est-ce que plusieurs observateurs ont bien pu relever comme comportement chez le héron, digne d'une bonne anecdote? Il prend des bains à bulles avec du savon dans les lacs, ou il court sur l'eau, ou il utilise un insecte comme appât afin d'attraper les poissons, ou bien il plonge son bec dans l'eau afin d'attraper les poissons. Moi je dis l'insecte. Ouais, pareil. 2 insectes. Je vais dire la deuxième parce que ça m'étonnerait pas qu'en volant, on a l'impression qu'il marche sur l'eau. Ça me dit quelque j'hésitais chose, avec ça aussi. celle-ci Ouais, moi aussi, aussi, ça me dit ouais, voilà. grave quelque chose, celle-là. Alors Corentin, t'es pas très bon aujourd'hui. Ah non. Et ça fait 2 Alors donc, points. la bonne réponse était l'insecte pour attraper les appâts. Et oui, quand je disais courir sur l'eau, c'est vraiment genre littéralement courir et c'est pas l'impression en vol Non, mais aussi de si courir. t'expliques mal les consignes. Ah bah merci. Oh, bah voilà, Non, tu l'écoutes mal aussi, arrête. n'assume pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé du pigeon voyageur qui possède un certain génie de la navigation. Qu'est-ce qui a été découvert dans leur cerveau, confirmant ces hypothèses? Ils ont littéralement un GPS dans le cerveau. Les scientifiques pouvaient entendre une voix dire « Faites demi-tour dès que possible ». Ou bien, ils ont des grains de magnétite dans le cerveau permettant aux pigeons de conserver la mémoire de leur orientation. Ou ils ont des yeux bioniques. Ou bien, ils ont un cerveau de taille conséquent. Les scientifiques se sont même demandé comment celui-ci entrait dans leur boîte crânienne. Moi, je vote pour la magnétite. Pareil. Ouais, j'hésitais avec ça aussi. Donc vous êtes tous d'accord en fait pour la magnétite. Ouais.
C'est pas ça. Eh bien, écoutez, vous êtes très bons aujourd'hui. Donc en fait, oui, c'est exactement ça. Il y a de la magnétite en fait dans leur cerveau, surtout dans des zones innervées. Et donc pour les pigeons voyageurs, il y a aussi donc des découvertes au niveau de la rétine. Ils sont capables de très bien mémoriser des lieux également. Et je vous conseille un assez bon article du Figaro Science, dont le lien sera mis en dessous de la vidéo. Et ensuite, sinon, il y a aussi le livre du coup de Jennifer Ackerman qui vous dira d'autres choses dessus. Alors donc les corneilles ont une faculté un peu particulière. Donc soit ils reconnaissent les visages, ou ils peuvent faire leur nid sur les cheveux des humains, ou ils chantent comme le chanteur Corneille, ou ils imitent les manchots dans les villes. Donc quand je dis ils imitent les manchots, c'est la marche des manchots. Moi, je crois que c'est la 4. Enfin, j'hésite entre la première et la 4e. Mais à quoi ça servirait? Et pourquoi dans ces cas-là, ce serait pas le manchot qui imiterait la corneille? Mais c'est plus. Parce que là, on parle de tu la veux dire corneille, mais- imiter ou marcherait de la même façon? Imiter, une imitation. Imite vraiment. Genre, je vote pour la première du coup. Ouais. Parce que des corneilles qui croisent des manchots, ça doit pas arriver tout Bah le c'est matin. pas... Surtout qu'en ville, je vois pas trop l'utilité. non, mais tu es pas juste un manchot. Je reviens du zoo. Alors en fait, il s'avère que vous êtes toujours bon, car donc comme le souligne un article de National Geographic sur l'intelligence des oiseaux, en 2006, des chercheurs de l'université de l'État de Washington à Seattle ont enfilé des masques avant de capturer 7 corneilles. Plus de 10 ans après, lorsque les corneilles du voisinage, pas seulement les 7 animaux de l'expérience, aperçoivent une personne portant un tel masque, elles se coalisent pour lui crier dessus, plonger vers lui ou le suivre. Un vrai scénario à la Hitchcock. Conclusion, les corneilles n'oublient jamais un visage. Elles peuvent notamment reconnaître les gens qui les ont harcelées sur les sites de nidification des années plus tôt et diffusent l'information à leurs petits et à d'autres corneilles. Donc un conseil, n'embêtez pas les corneilles. Un peu, il y a un réseau incroyable, social là. en fait. C'est un peu balance ton humain quoi. Ce quiz se termine avec la victoire écrasante de Mathilde. Et puis la défaite de Corentin. Ah, pour une fois. La Pour tournée, une fois. la tournée, la Ça un tournée. petit peu. Les auditeurs, je vous conseille de vous tourner vers Corentin pour une tournée générale. Il Donc, attend vos mails. On va Ouais, attendre. Oui, mais j'ai des problèmes avec mes réseaux sociaux en ce moment. Ça va être très difficile de pouvoir contacter tout le Ne vous monde. inquiétez pas, on retransmettra. On fera On la vous secrétaire. partagera du coup le gage de Corentin que nous chercherons plus tard. Et par ailleurs, donc, certaines des anecdotes que je vous ai citées se retrouvent dans le livre de Jennifer Ackerman où il est expliqué que notre fameux Louis s'en est servi pour établir un calcul du taux d'innovation des oiseaux. Un groupe taxonomique se révèle faire preuve d'une grande intelligence. Si vous voulez savoir laquelle, il va falloir ouvrir le livre. Eh ben merci Margot de m'avoir fait perdre de l'argent. On fait tout de suite une pause avec Parcels et le titre Overnight avant de vous retrouver pour parler de la soie. Bonjour ou rebonjour, vous êtes dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet, et tout de suite nous nous retrouvons pour parler de l'origine de la soie. Alors avant de commencer, je vais faire un petit tour de table pour savoir si quelqu'un saurait comment se fabrique la soie. Magali, une petite idée? Aucune, alors je dirais qu'en fait, nous exploitons des araignées pour tisser la soie. Non, mais presque, il y a de l'idée. Mathilde, une idée? Moi, j'aurais pas dit araignée, mais je sais que ça vient d'un insecte. Après, je sais plus du tout quoi, mais ouais, c'est un fil d'insecte. Ouais, donc il y a peu, en lisant une encyclopédie sur le monde animal, oui, chacun ses passions pendant le confinement, hein, ça n'a pas été facile pour tout le monde, j'ai découvert le Bombix mori. Donc c'est pas une araignée, mais c'est un papillon nocturne qui est blanc et très beau, et qui est originaire du nord de la Chine et que l'on trouve seulement sous une forme domestiquée. Il existe, on le trouve absolument pas à l'état sauvage. Il tient un rôle plus qu'important dans le monde de la mode, puisque c'est grâce à sa forme larvaire, la chenille, que l'on obtient la soie, ou qu'on appelle aussi ver à soie. Donc l'industrie de la soie, elle a commencé en Chine en 2140 avant Jésus-Christ, et la tradition souhaite que la méthode d'élevage des vers ait été donnée à la femme de l'empereur Wu Tin, et depuis, le pays garda la recette secrète pendant plus de 2 millénaires. Mais au IIIe siècle, le marché s'installa au Japon, en Corée, ainsi qu'en Inde. Et il se développa partout dans le monde, mais particulièrement avec l'Empire romain. Et par exemple, c'est l'empereur Justinien, donc de 482 à 565, qui voulut garder le monopole du marché en amenant 2 moines persans qui lui expliquèrent comment faire de la soie de qualité. On raconte qu'ils auraient ramené des œufs clandestinement de Chine en les cachant dans le creux d'un bambou. Puis, petit à petit, les techniques arrivèrent au creux des oreilles européennes, ou encore maintenant, à Lyon, par exemple, nous avons un des derniers sériciculteurs de France. C'est quoi un sériciculteur? Mais excellente question, Mathilde. Eh bien, un sériciculteur, c'est quelqu'un qui, justement, va s'occuper des vers à soie pour créer de la soie et qui va la récupérer. Ok. Mais comment fait-on pour obtenir cette soie?
petite idée? Déjà, d'où vient cette soie? On tire sur le verre. Est-ce que c'est un peu comme le foie gras où on les gave de quelque chose et du coup ils produisent plus de soie ou un truc comme ça? Je sais pas. Ils font pas un cocon ou quelque chose comme ça ou... Donc c'est un peu des deux. Donc pour obtenir la soie, les sériciculteurs vont s'occuper des vers à soie en leur donnant exclusivement des feuilles de mûrier pendant 32 jours. Au 33e jour, la chenille va créer son cocon grâce à un fil très fin et très solide. Elle va s'entourer avec ce fil qui va faire, à votre avis, jusqu'à combien de mètres? 15 km. Waouh. Waouh. Je sais pas, Waouh. Moi j'étais en mètres, mais... Allez, en centaines. En centaines de mètres? Ouais. 500 mètres. Non, c'est énorme. Attends, un cocon? Non. Ah, un cocon, Non, ouais, mais 100 ça mètres. dépend parce qu'il 100 faut qu'il mètres, soit c'est déjà solide. énorme pour un cocon. Eh ben, c'est plus. 700 mètres. Plus. Mais non. Non. Moi je veux pas. C'est une larve. 900 mètres. C'est de 800 à 1500 mètres en moyenne. Et ce fil, c'est une... En fait, le ver à soie, il va faire... ça va être sa salive et qui, au contact de l'air, va se solidifier. Donc pour vous donner aussi quelques autres chiffres, de sa naissance au cocon, le ver va multiplier sa taille par 10 000. Et le fil de soie à diamètre équivalent est 10 fois plus résistant que l'acier. Donc plus techniquement, on va parler des glandes séricigènes. Donc c'est les glandes qui vont créer la soie. Donc elles se trouvent le long du canal intestinal et de chaque côté, donc il y en a 2. Donc elles se divisent en 3 parties. Un tube capillaire dans lequel un précurseur de la soie sera créé. Ensuite nous avons un sac allongé qui servira de réservoir pour de la soie qui est sous forme gélatineuse. Et enfin on a la filière donc, qui va souder 2 fils en les recouvrant d'un léger vernis qui va donner un aspect brillant au cocon et qui va aussi le solidifier. Et une fois que les cocons sont complètement formés, les sériciculteurs ils vont les récupérer et ils vont les mettre dans de l'eau bouillante, ce qui va les tuer, mais cela va aussi assouplir le fil et retirer le vernis, afin que ce soit plus simple de désenrouler les cocons. Donc pour vous donner une idée au niveau des chiffres, pour faire 1 kg de soie, il faut entre 5000 et 6600 cocons. Ces différentes sources, j'ai pas trouvé un chiffre exact. C'est horrible. Et oui, c'est très étonnant. Et cette production, bah oui, elle pose beaucoup de questions. Pose quelques questions au niveau éthique, puisqu'on clairement c'est un massacre d'insectes. Et c'est la PETA, donc une société protectrice des animaux, qui est pas une société mais une ONG pardon, qui a pour but de défendre justement la cause animale. Et elle appelle au boycott du marché de la soie. De plus, elle dévoile un autre problème qui est la distance entre les producteurs et les consommateurs. Donc, en fait, tout le monde achète des produits sans connaître les origines de sa production et de nombreuses industries cherchent à éloigner l'animal du produit afin de retirer l'aspect culpabilisant aux consommateurs. Puis, du coup, je me suis posé pas mal de questions là-dessus. J'aurais bien aimé avoir votre avis sur cette pratique parce qu'elle est assez étonnante quand même. Parce qu'on tue plein d'insectes. Ouais, mais moi, ça, je savais pas. Je pensais qu'on exploitait juste. Pardon. Ça, je l'apprends vraiment qu'on tue les insectes pour faire de la soie. Je pensais vraiment qu'on récupérait juste le cocon une fois qu'il sortait. Mais je pense que ça doit être gênant de récupérer pas un seul fil, mais plusieurs fils si l'insecte sort. Donc, vaut mieux les tuer, c'est plus simple. Façon de parler, évidemment. Moi, je sais pas trop, parce que je me dis, peut-être que oui, il y a une distance et que c'est pour ça. Enfin, je suis pas en train de dire que j'achèterais de la soie maintenant, j'en ai jamais acheté en fait. Mais je pense que ça ne changerait rien, même si tout le monde le savait, parce que le foie gras, encore une fois, par exemple, c'est aussi de la maltraitance animale et tout le monde le sait. Et pourtant, ça change pas grand chose, j'ai envie de dire. Il y a toujours du foie gras, toujours des gens pour en manger, et puis. Au final, t'achètes une boîte. Après, c'est. C'est pas parce qu'on le sait qu'on rattache toujours à, comme tu disais, on rattache pas forcément le mal-être animal au produit qu'on achète, quoi. Oui, clairement. Mais peut-être que quand même, parce qu'on sait, par exemple, là tu prends le cas du foie gras, on sort un peu du sujet, mais par exemple, le cas du foie gras, je pense que si les gens devaient faire eux-mêmes leur foie gras, peu de personnes en mangeraient. Oui. Ouais. Voilà. Ouais. Mais aussi, moi, ça m'a fait surtout penser au fait qu'on parle depuis un moment de manger les insectes.
Ouais. Et est-ce que du coup, il faut faire une différence entre manger des insectes et par exemple, tuer des insectes pour les manger et tuer des insectes pour faire des ressources comme la soie? Bah là, t'obtiens des nutriments, enfin, c'est Oui, ça directement a pour pas- te nourrir, c'est pas du tout la même fonction. On peut facilement Là, se c'est passer pour de la faire soie quand même. l'aliment. Voilà, c'est ça, ouais. Il y a d'autres textiles, Ouais. enfin, il y a des choses végétales, même si c'est pas tout clean non plus sur le point de vue écologique, mais on peut éviter de tuer pour faire des textiles. Oui. Alors que pour se nourrir, c'est différent encore. Enfin, je trouve. Moi, j'apporte une différence là-dessus. Je sais pas si t'es d'accord. Si, moi je suis d'accord. Enfin, un peu. Enfin, en fait, je me dis, les insectes, c'est un peu. En fait, pour moi, genre, il faut pas non plus se dire on peut manger des insectes pour éviter de manger entre guillemets de la viande, parce qu'il y a quand même pas de différence pour moi entre un insecte et entre guillemets un animal. Enfin. Mais ouais, je suis quand même d'accord qu'il y a des limites. Enfin, on peut pas non plus. On tue des animaux pour ça, donc on va les tuer pour ça, puis pour ça, puis pour ça, et puis hop, c'est parti, c'est la fête. Au final, ce que tu veux dire, c'est où est-ce qu'on met les limites? Oh, bah là, c'est pas à nous de répondre, je pense. Oui. Je ne vais pas me lancer dans cette réponse. Bien sûr, mais c'est ta question, enfin, ce que tu Oui. sous-entendais. Eh ben merci pour vos réponses. Mais juste avant de terminer, j'ai trouvé une anecdote assez improbable. Donc, à votre avis, quel est le lien entre les confettis et les bombix? Enfin, les bombix, c'est le nom des vers à soie. Il y a un lien entre. Est-ce que quand ils cassent le cocon, ça fait des confettis? Non, mais Ça aurait pu. c'est en 1891, donc durant le carnaval de Paris. Et ben, il y a des chutes de papier sont utilisées dans l'élevage des vers à soie, et ils ont été utilisés comme projectiles, et c'est ce qui a lancé le marché du confetti. Voilà, rien à voir. J'ai trouvé ça sur internet. Trop fort. Qui l'eût cru? Eh bien, merci de m'avoir écouté. Tout de suite, nous faisons une pause avec Dusty Springfield avant de retrouver Mathilde dans la dernière partie de l'émission autour d'un quiz. A tout de suite. Bon retour, vous êtes dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous sommes dans la dernière partie et on écoute tout de suite Mathilde nous faire un quiz. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un petit quiz sur les mammifères marins. Donc, je vais vous laisser écouter la première séquence, si notre bon président veut bien nous la passer. Alors, On dirait un parquet qui grince. Ok, dirait- mais ça reste un mammifère marin. On dirait trop un oiseau qui tape comme ça. Genre. Il est rentré chez toi et maintenant il tape sur ton parquet. Non, Avec son mais bec. j'aurais Il y dit a un truc une genre sur le parquet. genre un truc comme le dauphin. Alors, la baleine. Alors j'aurais dit quelque chose comme le dauphin ou le beluga, enfin dans le style là en tout cas. Dans le style mammifère marin. Voilà, exactement. C'est l'idée. Non? Personne, La baleine. Non. Alors, ce que vous avez entendu, déjà, c'est ce qu'on appelle des clics. Alors, ce que vous avez entendu, c'est ce qu'on appelle des clics. Donc, c'est des émissions sonores explosives. Et elles viennent des cachalots, On mon l'avait ami. C'était pas la baleine. Alors, bien C'est pas que tous les clics soient émis de la même façon, on en distingue deux types. Ceux qui relèvent de la communication, c'est-à-dire l'échange d'informations entre individus, et d'autres types de clics, ceux qui relèvent de l'écolocalisation et qui permettent à percevoir en fait l'environnement autour d'eux. Donc c'est une sorte de radar qu'ils ont au bout du nez. C'est pour ça qu'ils ont les cachalots ont un gros nez par rapport aux baleines. Et c'est ce qui sert à envoyer ces clics et ce qu'on peut entendre dans l'eau si on a la chance de croiser des cachalots. J'espère qu'un jour j'aurai cette chance. On va essayer d'écouter la deuxième. C'est un massacre de chats sous fond d'accident de voiture. C'est si dramatique. Bah, je partirai comme tout à l'heure en fait. Mammifère marin toujours. Hein. Et Tu tiens dauphin. quelque chose. La baleine. La baleine. Je me dis qu'à un moment donné, elle va tomber. Pareil pour le Hmm. dauphin. Et si je vous dis sauver Willy? Oh non, vous savez pas. vous avez pas la... Bah, les ors. Comment? Les ors. Oui, C'est un or. merci. Si, j'ai jamais regardé le film. Moi non plus. Merci. Vous savez que Willy, c'est un orque. Eh bien, on l'apprend. Chers auditeurs, ne les jugez pas. C'est un orque, hein, c'est ça? Ouais. Donc, vous voyez ce que c'est un orque. Oui. C'est le mammifère marin noir et blanc. Donc, ça prête à confusion, car oui, l'orque est tueuse, c'est une chasseuse, mais baleine, elle ne l'est pas. L'orque, elle est aussi appelée épaulard, et elle n'a pas de fanon, mais des dents. Donc, elle fait partie des cétacés odontocètes. Donc, c'est les cétacés avec des dents.
alors que les baleines, elles, c'est des cétacés mysticètes. Donc c'est des cétacés qui ont des fanons. C'est une sorte de filtre qu'elles ont au niveau de la bouche qui permet de filtrer en fait l'eau et de récupérer le plancton dont elles se nourrissent. Et maintenant, le dernier extrait. La baleine. Le dauphin. Le dauphin ? C'est bon. Bravo Donc Margot. il n'y aura jamais eu la baleine, super. Le Prochain, mauvais pour le prochain, promis, je mettrai la baleine. Merci. Donc j'aimerais ici vous parler de la respiration chez le dauphin, parce que c'est, à la différence de nous, un acte volontaire. Donc pas question d'oublier de respirer pour eux. Mais dans ce cas, on se pose la question de savoir comment dormir sur ses deux oreilles et récupérer assez d'énergie pour démarrer la journée suivante. Eh bien, le mammifère malin a trouvé la solution. Chaque hémisphère cérébral a droit au repos, mais chacun son tour. Cette alternance permet à une partie du cerveau de monter la garde et d'assurer les tâches essentielles pendant que l'autre plonge dans les bras de Morphée. Ainsi, son œil fermé trahissant l'assoupissement de l'hémisphère correspondant, un dauphin qui garde l'autre ouvert pendant qu'il semble barboter tranquillement en surface et en réalité en train de dormir. Oh, c'est Voilà. fou. C'est Ouais. bien pratique, c'est en cours de pouvoir dormir avec un Tu vois Corentin avec un œil fermé. Pendant que l'autre moitié prend le cours, c'est quand même vachement facile. Voilà, c'était mon petit quiz sur les mammifères marins. Promis, pour la prochaine session, je mets les baleines. Merci, comme ça je peux continuer. Eh bien merci Mathilde, c'est déjà malheureusement la fin de l'émission. On se retrouve dans 2 semaines. Vous pouvez aussi en attendant nous retrouver sur YouTube avec la chaîne Science Infuse, ainsi que sur Facebook avec Fadjet-Science Infuse. Et sur ce, bonne fin de journée et bon week-end. Bon week-end. Salut! Salut. I'm so high, you should stay low. Ooh, you can see me flying. Now is the time if you wanna let go. So I'll let you go.